Bien. Eh ben, on va commencer. Alors déjà, est-ce que il y a un viewer qui peut me donner une définition assez concise et précise du méta? C'est quoi le méta? Qu'est-ce qu'on appelle le méta-game en fait? Parce que tout le monde dit le méta, le méta, le méta ci, le méta ça, le méta tars. C'est quoi le méta? Alors Ebizaki, donc je pense que tu es un nouveau viewer parce que je ne t'avais pas vu. En fait, il y a un jeu tous les mercredis sur Mumcards. J'ai un jeu que j'ai conçu moi-même avec l'aide d'un graphiste de Mumcards. C'est un petit jeu de rôle en fait, c'est un RPG qui va te permettre de gagner des choses en fait dans X, des giveaways. C'est un système, c'est une façon de faire des giveaways on va dire, mais ludique. L'état du jeu à l'heure actuelle en termes de deck compétitif. La méta, c'est quel type de cartes deck sont plus forts que d'autres, enfin je crois. En fait, le méta, euh, c'est l'ensemble des decks que les autres joueurs vont jouer à un tournoi. C'est ce qu'on estime qui va être joué dans un tournoi. Donc, en fait, il y a deux niveaux au méta. Au méta, il y a les decks qui sont présents et qui existent. Et puis après, dans cette notion de méta, il faut aussi prendre en compte la fréquence. Par exemple, on sait très bien, tous ceux qui ont... Enfin là, il y a Ropet, il y a Tonkill, il y a Phenom et moi-même. On sait très bien qu'au tournoi du 9 mai, qui est le premier gros tournoi de Hex pour le moment, il va y avoir une majorité de decks mono bleu. On sait que la méta va être axée sur mono bleu ou battre mono bleu. Et que toutes les stratégies qui essaieront de faire les deux moyennement perdront. On sait ça, avec l'expérience. Donc il faut juste choisir son camp. Est-ce qu'on veut battre mono bleu? Est-ce qu'on veut être mono bleu? Voilà, toute la question est là. Donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette notion de méta, sur les choix méta, etc. etc., etc. Mais grosso modo c'est ça, le méta déjà c'est une première étape quand on veut partir en construit, en compétitif. Avant de créer un deck, avant de se dire ok je vais faire un jeu vert trop lolo avec des écureuils etc. Demandez-vous est-ce que ça fonctionne de façon compétitive? Est-ce que ça fonctionne? Parce que si vous investissez des plates, parce que X est un jeu où vous devez investir à un moment donné de l'argent ou alors où le farming est long, si vous vous plantez, vous allez être déçu, ça va vous écœurer. Vous allez faire un super jeu lapin qui sera magnifique, tout beau, avec des magnifiques lapins, avec des beaux poils et tout, mais ça marchera pas. Après, si vous êtes un joueur fun, c'est pas grave. Mais là, cette émission et les émissions de mercredi sont vraiment réservées aux joueurs qui sont dits compétitifs. Si vous voulez être compétitif et progresser dans le jeu, la première donnée à prendre, la toute première donnée à prendre avant même de commencer à penser à un jeu, c'est est-ce que ce jeu peut vraiment être compétitif? Est-ce que ça a une chance? Est-ce qu'il y a eu des précédents? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pensé à cette idée? Parce que faut pas le croire, hein, vous n'êtes pas Einstein, ou alors si vous l'êtes tant mieux, mais la plupart d'entre vous n'êtes pas des Einstein, vous n'allez pas créer un deck. La plupart des fois, les gens ont déjà pensé au jeu. Donc, comme je dis souvent sur X, donc X et MTG sont des jeux où on étudie plus qu'on ne joue en fait. Avant la, vous pouvez demander, hein, preuve à l'appui, avant la World Cup là que j'ai fait avec Ropet et Phenom, j'ai passé quasiment 2 nuits blanches à checker toutes les listes de tous les tournois du dernier mois. Pour vraiment me rendre compte de ce qui allait être joué en croisant les noms avec les gens qui étaient inscrits. Et ce choix-là, même s'il y a 1 heure du tournoi, je savais pas quel deck prendre, j'avais déjà en tête quel deck prendre si jamais j'avais aucune autre idée. Parce que je m'étais renseigné avant. Voilà. Donc je le redis, je le répète, mais je le répéterai à chaque émission. Dans un jeu comme X, MTG, on passe plus de gens à étudier le jeu qu'à y jouer. Et c'est normal. Donc, pour revenir sur le truc du méta. Alors, le méta, comme je disais, c'est l'ensemble des decks qui sont sur le field. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est tout simplement, je vais les présenter. Parce que je me suis aperçu que des viewers, en fait, on leur parlait genre mono bleu, on dit, mais moi, je sais pas ce que c'est, la liste de mono bleu. Ou on leur disait Gorfist, mais ouais, mais quel Gorfist, ça se joue comment? Donc là, ce soir, je vais faire un tour d'horizon des decks du méta. Je vais pas partir dans mes constructions à moi ou dans des decks build fancy, je vais vraiment vous présenter les decks qui existent dans le méta, qui ont fait des résultats et qui sont un petit peu les cornerstones, les points d'ancrage pour toutes les réflexions qui vont avoir lieu pour les prochains tournois. Allez, je vais commencer.
Alors, je vais commencer par le plus fort de tous, comme ça sera fait. Je vais commencer par le deck to beat, le jeu qui a gagné, je crois, 2 des 3 derniers tournois. Avec une finale dans le troisième. Le Mono Saphir. Alors, je pense qu'on voit bien les cartes. Je pense qu'on voit bien le deck. Je vais le détailler de toute façon. Le Mono Saphir Bertram. Alors, déjà première chose. Il y a 2 decks Mono Saphir. Vraiment distincts. Qui sont pas faits pour battre les mêmes choses. Histoire de méta, tout ça, vous vous rappelez. Donc le premier, le deck originel, qui marche toujours très bien. Qui est probablement la meilleure version en termes de fluidité de jeu. C'est très constant. C'est tellement constant que c'en est chiant de jouer contre ce jeu. Il fait les choses très bien. Alors, je vais expliquer un petit peu le principe. Donc, la base de mana. J'ai pris la base de mana donc de Fridge. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette base de mana. Il joue 23 shards en tout. Sincèrement, c'est... Moi, je pourrais pas. Mais bon, admettons. Lui, ça marche. Il y en a pour qui ça marche. Donc, sa base de mana, c'est 23 shards. Et le principe de son jeu, grosso modo, c'est que il a un moteur de card advantage totalement débile. Donc maintenant, normalement, j'ai plus besoin de revenir sur ces termes, puisque si vous m'avez suivi émission après émission, vous allez sur le truc de card advantage, vous savez de quoi je parle. Et puis pour les petits nouveaux, ça vous permettra d'aller sur le YouTube de Mumcard. Il y a plein de vidéos faites par moi-même, où j'explique tous les concepts comme ça. Hein. Donc je reviendrai pas à toutes les émissions dessus. Donc c'est un moteur de card advantage assez phénoménal. Et en plus de ça, c'est le meilleur deck du format qui allie tempo et card advantage. Vous vous rappelez hein, du triptyque dont je vous parlais. Bah lui il arrive vraiment à concilier tempo et card advantage, ce qui est très très rare. Le tempo il va le gagner grâce à des cartes comme Boucanier. Le tempo il va le gagner grâce à des cartes comme Counter Magic. Et puis le tempo il va également le gagner grâce à Master of Time. Master of Time gagne du tempo et du CA en plus. Hein. Donc... Alors je vais essayer de détailler un tout petit peu les cartes parce que c'est vrai que je vais aller un petit peu vite mais j'ai pas mal de decks à voir. Donc Boucanier je le présente une fois mais si vous le connaissez pas c'est que vous débutez vraiment. Hein. Je pense que cette carte est probablement une des cartes les plus détestées du moment. Je pense que je la déteste encore plus que ce que j'ai détesté Gorfist. Donc quand elle arrive en jeu elle remonte une créature, cette créature coûte +1, c'est un test qui est clair, net, efficace. C'est une carte qui permet de reprendre instantanément le tempo d'une partie. C'est le deck qui ne permet pas à l'adversaire de partir en rampe et de mettre des mosses et des trucs comme ça un petit peu trop cher pour vous. C'est le truc qui vous permet de gérer un ange sorti de nulle part des jeux diamants. Bref, c'est vraiment sans cette carte, le deck n'existerait pas. Encore sans Riz, le deck existait avant, mais sans cette carte, je pense que le deck n'existerait pas. Je suis quasiment sûr même. Donc ensuite, on a le moteur de pioche habituel avec CMK et Stormcloud. Donc c'est MK qui dit que chaque créature qui arrive en jeu après lui qui coûte 2 ou plus a quand elle meurt ou pioche une carte, et Stormcloud qui lui crée plein de petites bêtes qui se sacrifient par elles-mêmes et font des effets. Donc c'est l'effet qui se coule, c'est la base, c'est l'early game. Donc en fait en early game le mono bleu il a quand même pas mal de solutions. Il va soit enterrer le Riz, donc Riz qui est la wincon la plus grosse du jeu, hein, la légendaire qui dit que quand elle revient du tunnel, en fait à chaque fois qu'il y a un petit robot qui devrait être créé, il en crée un aléatoire, donc qui synergise très très bien avec Bertram, bref c'est sa condition de victoire. Donc typiquement le plan de mono bleu c'est ça, c'est tour 2, si j'ai un CMK ou Stormcloud je le pose, alors après je vois déjà les gens un peu plaisanter, oui mais attention si tu joues contre rouge, après faut apprendre à jouer le jeu. Mais typiquement le plan c'est je pose CMK ou Stormcloud ou Riz tour 2, si je l'ai. Si je l'ai pas, c'est pas grave, j'ai toujours des pics. Je veux dire, la probabilité que vous n'ayez aucun tour 2 à jouer dans le jeu est ridicule. Parce que 4, 8, 12, 16 tours 2, je compte même pas les verdicts. 18 tours 2, 18 sur 60, vous piochez 7 cartes. Il y a de fortes chances que vous ayez un tour 2. Si vous n'avez pas un tour 2 dans la main, c'est que vous avez une mauvaise main. Tout simplement. Ça rentre dans la tranche, vous avez une mauvaise main. Donc son plan, ça va être ça, ça va être de poser son early game, de répondre à la première menace par un boucanier, généralement. Et ensuite arrive le moment critique. Généralement, juste avant que les meilleurs joueurs de mono bleu, ils posent pas Dreamer tour 4 comme ça. Les meilleurs joueurs de mono bleu, ils posent le Dreamer le tour avant l'arrivée du Riz. En disant à son adversaire, soit tu gères mon Dreamer, soit tu gères mon Riz quand il pop. Tu pourras pas gérer les deux parce que t'as pas les ressources. Vous vous rappelez de ce que je parlais avec le tempo. Le fait qu'il est boucanier et qu'il puisse vous mettre pendant le même tour, il va vous mettre Dreamer,
qui est une menace, et il va vous mettre risque qui va retour d'après, qui est une menace. Et vous avez seulement vos ressources, donc admettons 5 ressources, pour gérer ces menaces. Donc la plupart du temps, vous en laisserez une sur le board et cette menace-là vous tuera. Puisque une fois qu'il y en a une des deux sur le board, que ce soit Riz ou Dreamer, tout ce qui va se passer, c'est que le mec il va enchaîner des Mastery of Time pour prendre des tours supplémentaires. Qui dit tours supplémentaires dit pioche supplémentaire ou dit robot supplémentaire. Dans tous les cas, il fait un CA monstrueux. À partir du moment où il a posé une de ces deux menaces et qu'il fait une ou deux Mastery of Time, la plupart du temps, vous allez perdre. Et alors évidemment, il y a le Graal que pour finir, qui dit que quand il arrive en jeu, il engage toutes les créatures. Ces créatures ne peuvent pas se dégager. Ça, non seulement contre aggro, ça les calme, mais en plus de ça, ça offre des conditions de victoire assez spectaculaires à ce jeu. Donc voilà, ça c'est un peu la bête noire du moment. Ce jeu, il a l'air de rien, mais le problème c'est qu'il a réponse à peu près tout. Il est très rapide dans ses mises en place. Et chaque menace est létale, quoi, dans le sens où si vous laissez un CMK trop longtemps, il fera la game. Si vous laissez un Stormcloud trop longtemps, il sera la game. Chaque carte qu'il posera peut potentiellement vous faire perdre la game, à l'exception du Graal, sauf que le Graal, quand il pose, généralement, c'est là que vous avez perdu. Donc c'est assez pénible. Parce que à chaque fois que vous allez essayer de partir plus contrôle que lui, il piochera. Si vous essayez de partir aggro, il a quand même la capa de Bertram, le boucanier pour vous calmer. A noter qu'aggro reste quand même la meilleure solution. Mais bon. Et si vous partez mid-range, il s'en fout complètement parce que tous vos tons qui coûtent 4 ou 5, il a une réponse qui s'appelle boucanier. Et au pire du pire, même s'il n'a pas de réponse qui s'appelle boucanier, il a les Stormlings. Et parmi les Stormlings, il y a ceux qui engagent des créatures. Et grosso modo, ça lui permet de tenir 1-2 tours jusqu'à temps qu'il touche son Graal, qu'il ait sa combo et que ça soit terminé. Donc ça sera clairement le jeu à battre du week-end. Le jeu avec un grand L, grand E majuscule. Pas du week-end, c'est du 9 mai quoi. Moi je m'attends à un bon 30 à 40% de mono bleu dans le field. Ouais. Ouais. Donc si déjà moi dans ma construction de deck je fais un deck et je me dis ouais mais je gagne qu'à 30% contre mono bleu, ce deck je ne peux pas le jouer dans un tournoi actuellement. Ce serait une erreur. Vous avez beau faire le meilleur deck du monde actuellement, si son seul match-up défavorable c'est ce jeu, vous pourrez pas gagner le prochain tournoi avec. Voilà. Donc il y a une variante à ce mono bleu, donc je vais pas passer sur le side parce que je parlerai du side peut-être en deuxième partie d'émission. C'est important mais je parlerai du side en deuxième partie d'émission. Il y a une deuxième version du mono bleu qui est intéressante parce que les gens ne comprennent pas forcément l'intérêt de changer un jeu qui marche si bien. En fait, c'est quasiment le même jeu, comme vous pouvez le voir, sauf qu'il joue un autre héros. Ce héros, il fait piocher une carte plutôt que faire pop un worker bot. Et en fait, la vérité, c'est que c'est meilleur en miroir, parce que vous avez cette extra carte. Alors certes, vous gagnez pas grand-chose, vous avez gagné 2-3%, mais moi, je me mets à la place de ces gens qui disent, de toute façon, le deck le plus fort, c'est mono bleu. Si je veux battre mono bleu, autant faire un jeu qui ressemble à mono bleu, qui perd un tout petit peu de pourcentage de victoire un peu partout, mais qui en gagne sur mono bleu. Alors les terrains secondaires en fait donnent deux amplifications. Ces amplifications servent de fuel au Stormcloud, puisque les Stormcloud à chaque fois que tu reçois une amplification, ça va te créer un Stormling de plus. Donc en fait ça te permet d'aller plus vite. Et justement donc là c'est la liste de Damon qui a gagné la Sapphire Cup, qui a gagné d'ailleurs contre un mono bleu miroir. Moi il y a un truc qui me choque dans sa liste, c'est qu'il ne joue que 3 Vortex et pas 4. Je me suis même demandé si on n'avait pas juste 3 en fait. Parce que du coup, ce héros qui fait piocher une carte pour 5 d'ampli, Wyatt, ça serait quand même vraiment bien de le rentabiliser avec les Vortex. Donc je sais pas trop pourquoi il joue ça. Après, moi je préfère les chiffres de ce deck que celui du Bertram originel, parce qu'il joue Time Ripple main deck. Et Time Ripple main deck, en miroir, c'est très très bon. Ça peut vous faire gagner ce tempo dont on parle. De toute façon, ce jeu, dès qu'il a le tempo, il lâche plus quoi. Dès qu'il a la main sur la partie, il ne peut pas vraiment la lâcher. Donc, si vous êtes en miroir, que vous reprenez le tempo avec un Time Ripple, vous allez probablement gagner la partie. Donc moi, personnellement, je préfère cette version. Donc voilà, je répète, c'est parce que je pense que il perd des pourcentages contre aggro, parce qu'il met pas la petite 1-1 qui bloque. Il perd des pourcentages sur d'autres decks parce que cette petite 1-1 qui fait un robot supplémentaire quand Rispop est importante. Mais par contre il va gagner des pourcentages en miroir. 2, 3, 4% je pense. Mais bon, 4% de victoire, ça se prend. Ça se prend. Si on peut gagner 4% de win sur le meilleur deck du format, ça se prend.
Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le deck to beat, quoi, la bête à abattre du format. Alors, pour ce faire, il n'y a pas grand chose qui a de réponse. En fait, la seule réponse connue. Alors évidemment, je l'ai fait, sauf que je l'ai mal enregistré, donc je vais pas pouvoir le montrer. La seule. C'est con ça. Bah, je vais le rebuild je le rebuild en direct, en fait, c'est pas grave. La seule réponse connue de ce jeu, c'est un jeu artefact. Alors pour les débutants, ça va vous faire sourire. Mais en fait, votre deck de base nain a probablement plus de chances de gagner contre mono bleu que des decks qui valent Watt million avec des vampires et des anges. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Alors je le rebuild en direct. J'ai pas les tectoniques Mega Hulk, mais c'est pas grave, je vais mettre des Riz à la place pour que vous compreniez le principe. On va le faire de tête. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas, ça y a pas, ça y a pas. Ensuite il y a les Foreman. Foreman. Ah oui, c'est rouge. Ah c'est con ça, je pensais vraiment l'avoir enregistré. Bah non, bah, je vérifierai la prochaine fois. Hop, il y a le Gearsmith. Parce que c'est bleu, c'est pour ça que je peux pas le trouver. Il y a le War Machinist. Il y a le la Géode X x2. Il y a donc les Mega Hulk, je vais mettre des Riz à la place. Donc là je mets des Riz, mais en fait c'est des Tectoniques Mega Hulk, la grosse 10-10 piète. Hein. Il manque une carte x1 là. Ah oui, si, je sais. Le Genius x1. Et donc les shards. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et 9. Voilà. Donc ça c'est le deck. Alors le héros c'est Bertram, évidemment, j'ai envie de dire. Ça c'est le deck que Mono Bleu n'a pas du tout envie de rencontrer. C'est le deck qui terrorise Mono Bleu, c'est le seul. Je pense que c'est du 75-25. Un truc comme ça. Le défaut de ce deck, c'est que il y a quand même pas mal de cartes qui lui mettent un énorme stop. Genre la Heatwave, la vague de chaleur. Voilà. Alors Riz sert à quoi dans ce deck sans un capa de Bertram? Bah en fait techniquement t'as pas besoin de la capa de Bertram. Riz est fort par lui-même, sauf que tu vas gagner moins vite, mais tu vas gagner. Tu vois. Les gens préfèrent se dire, je préfère piocher une carte avec Wyatt que faire un robot de plus. Tu vois. Ils se disent que la carte qu'ils vont piocher leur donnera plus d'avantages que le robot que va faire Pop Riz. En plus. C'est ça la réflexion derrière. Ah tu vois toujours début 21h, oui en effet, c'est pas terrible. Voilà. Alors j'ai peut-être loupé des questions du coup, je regarde un petit peu. Ok, donc le principal problème de cette carte c'est celle-ci, je vais vous la montrer, c'est Heatwave. Qui inflige 2 de dégâts à toutes les troupes. Sincèrement vous en mettez une, c'est dur pour lui de se relever. C'est très très dur pour lui de se relever. Il y en a d'autres, hein, il y a des cartes assez embêtantes pour lui quand même. Une carte comme... Ah oui merde c'est vert. Voilà, comme ça. Alors c'est des cartes de side pour les jeux verts, mais il y en a qui en jouent 2-3. Ça c'est juste un monstre contre ce jeu Arthos. Il y en a d'autres, hein. Comme ça. Et puis si jamais vous voulez vraiment pas être emmerdé avec Arthos, il y a le chaos. Ah, j'en ai pas. Il y a une carte rouge qui détruit tous les artefacts. Que forcément... Ce jeu est limité, c'est un jeu all-in. C'est vraiment le jeu all-in. Qui dit si tu joues mono bleu je t'éclate, si tu joues pas mono bleu bah j'essaie de te voler. Et ça peut voler, hein, je veux dire, ça reste très dangereux comme deck, hein. Ça fait des sorties ultra violentes ce machin. C'est la base de quasiment tous les decks Arthos qui arpentent les arènes que vous connaissez, hein, mais c'est très efficace. Très très efficace. Donc voilà. Donc, ensuite, en notre gros deck du moment, vous avez celui que je déteste. Alors il a deux versions aussi.
Alors c'est le jeu Eye of Creation. Il y a deux versions à ce deck. Je vais présenter la première, la dernière qui a fait des résultats, et la deuxième dans l'ordre chronologique. Donc ça c'est pas la liste originelle, ça c'est la liste évoluée on va dire. La liste où les gens ont commencé à réfléchir que c'était peut-être un petit peu trop all-in la liste d'avant. Donc le principe est assez simple, vous avez 12 cartes de rampe avec le All-in Brave, la chlorophylle et le brawler. Donc qui font à chaque fois un effet de surplus de mana. Et vous allez balancer les plus gros tons de la terre imaginables, avec le Root Phaser qui met 8 quand il arrive en jeu et qui a le speed, avec la Battle Beetle qui est Spell Shield et qui peut voler, avec Jadim qui prend Watt Million à chaque fois que vous jouez une grosse bête. Et enfin, si jamais tout ça ne passe pas, vous aurez un œil de la création à 28 237 401 qui va vous faire pop 2 ou 3 gros tons pour finir la game. Donc cette liste est assez intéressante parce que avant les gens jouaient vraiment à fond sur Eye of Creation et allaient chercher des monstres type Eternal Guardian. Alors ils le jouent toujours mais en side. Le deck le joue toujours mais en side, quand même, c'est important. Mais avant ils en jouaient un main deck d'Eternal Guardian et à côté de ça ils mettaient des Colossus. Donc ils sont des cartes qui sont extrêmement puissantes quand ils sortent d'œil de la création. Le seul problème c'est que si vous les piochez en main de départ ou si même vous les piochez à un moment de la partie, vous n'avez pas envie de les piocher, vous savez c'est des cartes que vous mettez en deck, vous n'avez pas envie de piocher, c'est quand même assez étrange. Vous avez envie qu'elles sortent de l'œil de la création, malheureusement ça se passe pas toujours comme ça. Et ces jeux ont déjà du mal contre les bases bleues, alors si en plus ils s'handicapent en étant ultra all-in sur œil de la création, les jeux trop all-in sur œil de la création, les joueurs bleus expérimentés vont se dire bah c'est bon, je gère comme je peux les bêtes qui arrivent, après je contre son œil de la création, si je contre son œil de la création avec un contre-sort un verdict, j'ai gagné 50% du match-up. Voilà. Donc cette version est un petit peu plus intéressante parce que mine de rien 5 ou 6 de mana quand vous avez 12 sorts de rang ça va assez vite. Et ça enchaîne les menaces, ça fait menace après menace après menace. Et le truc c'est que Jadim peut vous tuer lui tout seul, Zakir peut vous tuer lui tout seul, et le Battle Beetle peut vous tuer lui tout seul. Root Phaser lui il est là pour dire bonjour, je te mets 8 gratuitement pour 7 et en plus je suis une 8-8 qui attaque. Donc si ça sort bien, ça peut être très violent. Là où je suis pas d'accord avec les anciennes versions, je suis beaucoup plus d'accord avec la version de Kabal Papa, donc celle-ci, c'est que les anciennes versions ils étaient complètement en ligne, ils étaient tellement en ligne qu'ils jouaient 23 shards, en mode je top deck mes trucs, je top deck mes tout se passe bien, lui au moins il joue 25 shards, ce qui fait que, encore une fois, il va pouvoir jouer ses tours au moment de la partie, sans être dépendant de l'œil de la création, donc cette version est quand même assez intéressante dans le sens où je pense qu'elle est très jouable, très jouable. L'intérêt, donc là je vais parler vite fait du side aussi, de jouer un jeu comme ça, c'est que c'est all-in. Dire contre bleu vous avez un match-up qui est pas bon. Néanmoins les autres match-ups sont très bons. Parce que les jeux Arthos vous allez les cueillir en side parce que vous jouez les 4 Heatwave. Et les jeux à base blanche qui sont relativement lents, si jamais vous top deck un de la création qui est bon, vous défoncez quoi. Donc c'est un peu un jeu qui dit bleu je vais essayer de te voler, par contre je vais essayer de gagner tout le reste. Voilà, bah c'est exactement pour ça en fait chez Den que les gens ils ont commencé à arrêter de jouer ces gros tons et commencer à jouer des cartes un peu plus jouables. Mais t'as tout à fait raison. Le truc c'est que Boucani reste une plaie pour ce jeu. Parce que mono bleu contre veuille non ça vous tue très vite. Donc tu poses Jadim tour 3 c'est bien, il te fait Boucani, il en a rien à faire. Si jamais il side les Time Ripple qui renvoient encore une bête, il en a rien à faire Téton, il va juste les ignorer quoi. Et il y a un truc par exemple, j'ai joué vert blanc à un tournoi. Et je le dis de façon très sérieuse, j'ai joué vert blanc. Quand je jouais Moss, alors que Mono Bleu n'a aucune façon de gérer Moss, de l'enlever de la table, je veux dire de le tuer, Mono Bleu n'a aucune façon de tuer le Moss quand il est sur la table. Zéro, ok. Et ben moi j'affirme que si je joue Moss contre Mono Bleu, je perds la game, systématiquement. Parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que ça, que vous mettiez un sort qui coûte 3, 4 ou 5 pour vous cueillir en tempo en jouant un contre-sort qui coûte 3 ou un Boucani qui coûte 3. A partir du moment où il a posé son Boucani sur son contre-sort et qu'il a pris le tempo comme ça, la plupart du temps vous ne reviendrez pas. Donc c'est pour ça que je dis que ce jeu, moi j'aime pas ce jeu. Moss c'est ça, pardon. Moss c'est cette carte là. Moss c'est une carte qui est extrêmement forte, qui est une 5-5 qui quand elle meurt redevient 2-2, qui si elle tape redevient 5-5. C'est vraiment exceptionnel, mais le truc c'est que ça coûte 4. Et si tu la joues tour 4 contre Mono Bleu, il va se passer Boucanier, et tout ce que tu auras fait,
son boucanier, ça sera marqué, c'est comme s'il avait fait Mastery of Time, plus ou moins. Ça sera le même effet. Ça sera exactement pareil. Et le pire du pire, c'est que même s'il n'a pas boucanier, et qu'il joue Bertram, les petites merdes artefacts que Bertram peut faire pop va vous le bloquer pendant 1 ou 2 tours, le temps qu'il chope son boucanier. Parce que forcément qu'il va le choper, puisqu'il pioche 1 million de cartes. Et au pire du pire du pire, s'il n'a pas les charges, si ceci, cela, il aura toujours CMK qui va faire propre Stormling, qui va vous faire engager votre bête tout en piochant. Dans tous les cas, il peut vous gérer les momos, mais de toutes les manières, quoi. Imaginez le taureau dans une arène, quoi, vous voyez. C'est vraiment ça, quoi. C'est une corrida avec le moss. Donc voilà. Donc pour revenir sur ce deck, moi c'est un deck que j'aime pas. Parce que déjà de base il a un mauvais match-up contre 2, donc je l'aime pas. Et en plus de ça, si vous ne touchez pas vos rampes en début de game, c'est assez terrible. Parce que votre jeu est ralenti, mais en plus de ça, vous allez les piocher en late game. Hein, donc c'est assez... c'est all-in pour moi. C'est un jeu où il faut mulligan en fait. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent bien Vert Rouge. Les bons joueurs de Vert Rouge le font, mais un bon joueur de Vert Rouge, s'il ouvre une main, on va dire, il prend 4 landes, 3-4 landes, allez, il prend 3 landes, il a Moss dans la main, il a des bonnes cartes, ok, mais s'il a ni Ramp, ni Eye of Creation, il va la mulligan. Parce que si tu la mulligan pas, c'est comme si tu jouais avec un demi-jeu. Voilà. Alors, je passe à un autre deck qui est Format Defining. Parce qu'on peut pas l'oublier. C'est Gorfist. Alors, j'ai pris le Gorfist d'Enima du dernier top 8. Qui lui était un Gorfist humain inspiration. Avantage du Gorfist, c'est pas cher à monter. Désavantage du Gorfist, tout le monde connaît ce deck par cœur. Tout le monde connaît ce deck par cœur. Après, sa liste, j'avoue qu'elle est plutôt bonne. Avec des bons chiffres. On sent qu'il a beaucoup joué Gorfist quand même. Donc Gorfist, le principe c'est de poser des bêtes. C'est la même chose. Hein. Vous allez prendre le tempo avec le boucanier, vous allez prendre le tempo avec le Lord Alexandre, vous allez prendre le tempo avec le CA avec la petite combinaison CMK et Stamplood. Vous avez des éléments de tempo avec la Crackling Bolt et le Time Ripple. Et puis à côté de ça, vous avez vos finishers avec donc le Fauconnier qui met 2 à 1 vol à côté, le Gorfist. Et donc la capacité de Poké, généralement vous faites capacité de Poké à Gorfist, déjà ça met 8, ça met 4, ça met 9 pardon. Donc voilà, Gorfist reste une carte ultra puissante. Ultra puissante. Et restera ultra puissante. Alors, lui il a joué un jeu Gorfist Inspiration, généralement tu joues soit Tunnel soit Inspiration, il y a beaucoup de versions à Gorfist. Mais grosso modo il y en a deux, il y a la version Inspi et la version Tunnel. La version Inspi déjà est meilleur en miroir. C'est-à-dire quand vous jouez la version humaine inspi, vous allez battre les autres Gorfist. Ce qui est déjà bien. Par contre, c'est beaucoup plus dépendant de sa sortie parce que vous voulez que vos bêtes s'inspirent les unes après les autres, idéalement. Et quelquefois, c'est un peu trompeur parce que vous voulez inspirer les cartes dans le bon ordre, puis en fait, c'est pas le bon play. Il fallait juste ignorer ça et jouer la bête pour un simple corps. Donc, même si le jeu, la base est facile à jouer, je pense que le jeu avec l'inspi est pas forcément évident et qu'il faut avoir pas mal fait de matchs pour connaître bien les match-ups, pour bien jouer, etc. Une énorme carte du méta, qui est très méta, qui était très forte avant, qui reste très fort, c'est le Légionnaire de Gawain. Parce que lui, s'il prend 2 inspi, il wipe tout un board, notamment les boards de mono bleu. Donc, c'est un deck qui est détesté, qui est moins joué, mais qui a dominé quand même un méta pendant des mois, pendant 1 mois et demi je dirais. Pendant 1 mois, allez, pendant 6 semaines, Gorfist, tout le monde disait Gorfist c'est pété, et puis on a trouvé une solution à Gorfist. Et ça a calmé Gorfist. En fait, il y a un deck qui est responsable de la quasi-extinction des Gorfist. Enfin, pas extinction, faut pas déconner, mais on est passé de 40% de Gorfist dans les tournois à peut-être 10, 15, 20, 15% dans les derniers trucs. Mais voilà, donc on peut pas enterrer ce deck qui a fait des résultats, qui est bon, qui est très bon et qui en plus de ça, dans les mains d'un bon joueur est quand même assez redoutable. Voilà. J'aime beaucoup sa liste pour le coup, hein. Je trouve sa liste très bonne. Il y a quelques chiffres que j'aurais changé moi pour mon truc, mais je peux comprendre. Donc je vais vous présenter le deck qui a enterré ce deck là.
qui est tout simplement le deck que j'ai joué à la Wild Cup. Alors il y a d'autres, il y a plein de versions, hein. Bah c'est ça, moi je vais vous présenter ma version, puisqu'au final c'est quand même... je crois que j'étais le seul blanc-rouge du top 4, donc c'est que je n'étais pas si mauvaise la liste. Alors à la base c'est un deck de Jusam Jedi, qui a été piloté par Cyrus pendant la Ruby Cup, et Cyrus qui a gagné la Ruby Cup avec ce deck. À l'époque le méta était full de Gorefist, et Jusam Jedi a conduit un deck anti-Gorefist. Alors là pour le coup ce deck là, pour que Gorefist gagne contre ça, bah, il faut avoir quand même des sacrés draws. Faut quand même avoir des sacrés trucs, faut quand même faire des horreurs. Donc le principe de ce jeu est vraiment très simple. On prend les bonnes vieilles cartes que sont Soul Marble et Ange. On y rajoute une bonne dose de dégâts directs et de wipe de board avec les Heatwave, les Crackling Bolt et les Burn, ainsi que Repel au cas où, donc masse anti-bet, masse anti-bet. Très peu de conditions de victoire mais qui sont quasiment inévitables. Dans mon deck là je joue donc... Alors j'ai un tout petit peu changé, je jouais 3 Drew. Avant je jouais 3 Drew et 2 Repel, là j'ai changé pour 3 Repel et 2 Drew. Donc les Drew en killer, les totems en killer et les anges, Ange et Zakir en killer. Donc très peu de cartes pour kill mais beaucoup de cartes pour gérer. Et ce deck est très bon parce qu'il est très stable en fait. Et très sincèrement une fois que vous avez les landes, une fois que vous avez les shards, c'est très fort. C'est très fort. Voilà. Parce qu'un Zakir sous Soul Marble, c'est marqué Game Win en fait, hein. C'est marqué Game Win. Alors, vis-à-vis de sa position par rapport à... Alors pour Gorefist contre Mono Bleu, généralement c'est quand même une question de qui commence. C'est une question de tempo en fait, Gorefist contre Mono Bleu. Moi je donne un avantage à Mono Bleu, mais pas de façon extravagante quoi. J'ai pas fait ces tests là, mais comme ça, vu le nez d'expérience, j'irais 60-40 pour Mono Bleu, je pense. En tout cas, c'est clairement pas un match-up injouable pour Gorefist, hein. En ce qui concerne blanc-rouge contre Mono Bleu, par contre, c'est assez marrant parce que vous avez masse anti-bet, c'est très bien, c'est magnifique. Mais vous perdrez contre Mono Bleu. Parce que Mono Bleu a des contre-sorts, donc il suffit qu'il contre les bonnes menaces. Et que vous n'avez pas le temps de monter Marble parce que vous devez gérer ces bêtes les unes après les autres. Et que pour gagner contre Mono Bleu, il faut que vous gériez ces bêtes tout en montant Marble, tout en mettant des menaces qui vont le forcer à jouer. Parce que on peut se dire, ouais, mais je défonce toutes ces bêtes, c'est bien, mais c'est bien, vous faites juste du 1 pour 1. Vous allez juste faire une carte pour une carte. Et j'ai dit que le jeu, ce jeu avait le plus grand moteur de stats du format. Donc si vous continuez à faire du 1 pour 1, lui il s'en fout, à un moment donné il aura plus de cartes que vous dans la main. Donc plus de menaces que vous, donc il va vous battre par attrition. Et vous perdrez, lamentablement. Donc la seule façon de gagner c'est de réussir à mettre une menace early qui tienne. Donc Aka il a pas de bouclier dans la main, ce qui n'arrive jamais. Et mettre suffisamment de pression pour le forcer à pas développer son jeu. Mais c'est pas facile du tout. Le match-up c'est de 80-20. 80-20 pour Mono Bleu. Donc, par contre, ce jeu, clairement, Blanc-Rouge est capable de gagner contre tout le reste. L'autre jeu qui le fait chier, c'est Vert-Rouge. Le Vert-Rouge que je vous ai présenté. Parce qu'il y a plus de menaces. Parce que déjà, je lui laisse le temps de poser ses menaces. Parce qu'il a plus de menaces que moi. Et parce qu'il peut m'arracher la game avec les routes phaser. Donc, il a plus de façons de gagner. Il a moins de façons de gérer, mais il s'en fout parce que mes façons de gérer sont pas très efficaces. Je veux dire, un burn, une crackling ball et une hitwave sur des tons qui ont 5 ou 6 points de vie, ça sert pas à grand chose, hein. Donc en fait, il a juste. Il blanque mes cartes, on aura plus du terme. J'ai des cartes qui sont complètement blanques contre vert rouge. Ah, là, ça prend tout son sens. Je veux dire, encore une fois, hitwave, bon, il y a des situations où hitwave sont dévastatrices contre vert rouge, mais c'est rare. C'est rare. Très rare. Ok. Donc, j'enchaîne. Ensuite, je répondrai aux questions, etc. Pas de soucis. Alors, autre deck du format, qui est toujours oublié, mais qui est toujours là. Darkspire. Il y a pas mal de façons de monter un Darkspire. Donc là, c'est une version. Une version qui est différente que celle que j'avais montée pour Repet il y a quelques temps. Une version sans les Shinari, une version avec l'Exantot. Qui va essayer d'attaquer la main. Mais grosso modo, la base est là, hein. Vous jouez les 4, 8... Alors, entre 10 et 11 Darkspire, vous jouez quelques vampires, quelques Monsoon, quelques Murder. Vous faites un bon gros coup de shaker et vous avez un deck. Qu'est-ce que Blanc... Alors,
Blanc, déjà, ça me permet de te dire que tu peux le retrouver sur les autres émissions. Et donc, ça peut te servir. Et blanquer une carte, ça veut dire qu'une carte, par exemple, très simple. Une carte comme Heatwave. Si je l'ai en main contre Moss, ma carte ne sert à rien. On est d'accord. Dire Heatwave contre Moss, ce sont pas des cartes qui sont plus du tout équivalentes. Elle va pas du tout faire le taf, elle me sert à rien. Il va falloir que je la combine avec une autre carte pour espérer faire quelque chose contre Moss. Dans tous les cas, ça sera faible. Tu vois, c'est ça blanquer une carte. Ma carte est quasiment blanque contre ce genre de jeu. Donc voilà, il y a pas mal de façons de monter de Dark Spire. Il y en a qui vont attaquer plus les mains, il y en a qui vont jouer plus aggro avec des Gortezuma, il y en a qui vont jouer avec la partie Shinare avec le mignon et le Wakizashi. Il y en a qui vont jouer le sacrifice nécessaire. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises versions en fait. Je pense que c'est plus une histoire de style de jeu si vous voulez partir sur du Dark Spire Control, Dark Spire plutôt aggro, ou si vous voulez attaquer les mains, ou si vous voulez aller chercher la combo à tout prix, plein de choses en fait. J'ai pas assez joué Dark Spire pour bien savoir quoi faire, mais tout ce que je dis c'est que ce jeu est toujours dangereux. On va dire, tu peux pas arriver dans une table et te dire ok c'est bon, je joue contre Dark Spire, j'ai gagné. Je pense pas qu'il y ait vraiment de deck qui puisse faire ça. Parce que sur une bonne sortie, il peut tellement vous mettre mal. Il suffit qu'il fasse un bon discard avec son Punisher et vous est dans la merde. Il suffit qu'il mette une bonne carré si vous êtes dans la merde. L'exorteur peut vous emmerder si vous jouez vert. Enfin, c'est pénible en fait. C'est très pénible et c'est très fort. C'est très très fort. Alors, il y a le côté Dark Spire en Blood, mais il y a une autre branche dans Blood qui a été exploitée il y a pas longtemps par Evil Dams en top 8, qui est une branche qui justement ne joue pas du tout les Dark Spire en mono noir. Et qui lui s'attaque complètement à la main. Donc vous voyez là on voit les 4 inquisitions. Et on voit une carte un peu spéciale qui est la Curse of Oblivion, qui joue en 4 exemplaires dans sa liste. Qui dit qu'en gros quand l'adversaire joue une carte, vous jouez Curse of Oblivion, et tous les autres exemplaires de cette carte qui sont dans sa main et dans son deck disparaissent et vont au cimetière. Ok. Donc grosso modo mon adversaire joue un CMK, je joue Curse of Oblivion, le CMK arrive en jeu mais tous les autres du deck sont au cimetière. Voilà. Alors c'est un deck qui va attaquer la main, qui va essayer de faire du CA grâce à la Relentless Corruption, qui va essayer de piocher et faire du CA grâce au Pact of Pain, le CA grâce au Corpse Fly, le CA grâce au Xantote, et qui va essayer de tuer à coup de Life Siphon et de Relentless Corruption. Parce qu'en fait, Relentless Corruption, vu que vous piochez dans le deck de votre adversaire, si vous jouez pas des conditions de victoire, il y a de fortes chances que lui il en joue. Donc grosso modo, ce deck va tuer ces deux conditions de victoire, c'est ça. Hein. Life Siphon, Relentless Corruption. Bon, il a fait des résultats avec, je vous avoue que je l'ai testé le deck. Le match-up contre blanc, j'y crois pas du tout. Tout ce qui est blanc et Soul Marble, j'y crois mais alors pas du tout du tout. Mono bleu, pourquoi pas. Mais sachant qu'il a quand même perdu 2-0 contre Mono bleu dans le top 8. À voir. Alors peut-être que je l'ai totalement mal joué, hein, mais moi je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique. Mais ça a fonctionné pour lui, donc c'est que j'ai peut-être loupé un truc, hein, tout simplement. Un truc. En tout cas, des decks comme ça, dans tous les cas, des decks comme ça qui vont être axés très très blue, il y en aura pas mal aussi. Parce que moi je suis persuadé, et je pense que je suis pas le seul, que Blood est la meilleure couleur actuelle pour contrer Saphir. Et que je pense que les gens qui vont voir se positionner dans le créneau je veux battre Mono Saphir vont aller piocher dans Blood. Parce que Blood a tout en fait pour faire chier Mono Saphir. C'est juste qu'il y a personne qui a trouvé encore le bon mélange. Ok, et je vais présenter donc deux autres decks. Trois autres decks. Encore à présenter. Alors je vais commencer... Quatre autres decks même. Je vais commencer par le blanc-noir. Donc le blanc-noir qui est le deck que je joue actuellement. On a vu pas mal de blanc-noir à la World Cup. Et je pense que c'est un prémisse de ce qu'on va pouvoir voir à la Cup of Fate. Moi en ce moment je joue ce deck. Et je vous avoue qu'il est plutôt très solide. Et qu'il a un bon match-up contre Mono Bleu pour le moment. Il gagne pas perma contre Mono Bleu, mais il peut faire des choses. On retrouve un petit peu le kit habituel du blanc avec les Soul Marble et les anges et les drous, qui est un petit peu le trio. On y ajoute quelques Xantotes, quelques vampires, de la gestion, un petit peu de pioche. Et en fait ce petit milkshake de... Petit shaker, milkshake, c'est bien un milkshake aussi. Ce petit milkshake de cartes blanches
bah marche plutôt bien. Alors c'est un deck que je tune toujours actuellement, mais vous pouvez trouver des listes. Il y a Arcanis qui jouait ça dans la dernière World Cup. Qui avait une liste qui était un peu différente d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Ropet il a fait un Diamond Blood aussi. Et il joue pas du tout les mêmes cartes que moi. Enfin, il y a la base qui est là, hein. Soul Marble est là, Drew est là, ok. Mais c'est pas les mêmes nombres et c'est pas les mêmes cartes à côté non plus. Donc, Blood Diamond qui est très connu, je veux dire, c'est un deck qui est très connu, qui a été joué avant, mais qui reste et restera très fort. Euh, et je pense qu'on peut en voir pas mal à cette Cup of Fate là. Dans ce final, dans ce top 64. Je pense qu'on peut en voir pas mal. En tout cas, pour le moment, j'aimerais dire si la Cup of Fate était demain, ce serait probablement le jeu que je jouerais. Il me reste un mois pour tester, donc ça va. Mais ce serait probablement le jeu que je jouerais, ouais. Ensuite, je vais vous présenter un autre classique. Ouais, un autre classique avant de vous montrer un petit peu... Ouais. Alors le dernier classique que je vais vous montrer, c'est le Bunoshi bleu noir. Alors je dis classique parce que ce genre de build va devenir de plus en plus populaire. Donc là je fais un call. Peut-être qu'on la verra pas à la Cup of Fate parce qu'il manque encore des choses à Bunoshi bleu noir. Alors si jamais ils mettent des bonnes cartes bleues ou noires qui vont bien avec le pouvoir de Bunoshi dans l'extension, c'est un deck qu'on va voir encore et encore et encore et encore. Il y a plein de façons de jouer le deck. On peut le jouer en partant côté noir comme là je le joue. On peut le jouer en tirant sur le côté bleu, en jouant les éléments qui font que le mono bleu est fort, en jouant CMK, Stormcloud, Dreamer, Mastery of Time Company. Par contre, il y a une chose que j'ai apprise vraiment en jouant, parce que je l'ai beaucoup joué ce deck, et je pense que ça vaut pour tout. C'est que actuellement, vu les bases de mana et vu ce qu'on nous offre comme fixeur de mana, faire un jeu où vous avez autant besoin d'une couleur que de l'autre au niveau des seuils résultera vers des autoloses. Quasiment tout le temps. Ce jeu avant, enfin même pas avant, je jouais Dreamer et Vampire et Contresort, qui sont des cartes exceptionnelles, c'est très très fort. Le problème c'est que ce double seuil, de façon réaliste, vous empêche de les jouer quand vous le voulez. C'est de la chance en fait. Vous pouvez même pas dire c'est de la malchance de pas piocher C, parce que c'est pas vrai. C'est de la chance on oblige à jouer quand on fait le calcul. Donc c'est en ça que c'est assez dérangeant, c'est que si jamais, en fait, les meilleures cartes qui puissent sortir pour que ce genre de deck step up, prennent le pas au-dessus, et que des jeux mono descendent un petit peu, parce que des jeux mono qui sont aussi forts, c'est quand même assez bizarre, c'est tout simplement qu'ils relisent des meilleurs fixeurs de mana. Parce que c'est pas suffisant 4 fixeurs de mana comme ça. C'est vraiment pas suffisant. Voilà. Donc, mais c'est quand même un deck qui a surveillé. Il y en a qui le jouent avec Azure Fate aussi. Il y en a qui jouent avec les Wakizashi, il y en a qui jouent avec les minions comme moi je jouais, il y en a enfin, pas mal de versions. Mais ce bleu-noir, surtout cette combinaison bleu-noir sera jouée. Il y aura quelques decks bleu-noir à la cup, c'est sûr. Et vous verrez, je suis quasiment persuadé que la plupart feront l'erreur de jouer avec des vampires et des dreamers et des ci, des ça, et ils perdront sur une color death. C'est-à-dire que potentiellement, je pense que si on regarde les cartes qu'il y a dedans, si on pouvait juste assembler les cartes en ignorant les seuils, je pense que ce deck serait top tier. Genre au même niveau que Mono Bleu. Je pense qu'il serait même meilleur que Mono Bleu en fait, pour être honnête. Le problème c'est sa base de mana. Sa base de mana fait que vous pouvez pas faire ça. Voilà. On l'a vu, hein, c'est vrai qu'on commence à tester un peu plus souvent avec Ropet. Mais moi je me rappelle demain, il me disait putain j'ai ça en main mais je peux pas y jouer. Mais ça arrive tout le temps en fait. Même moi je me disais ça pareil et ça arrive tout le temps. Et en effet quand ça sort bien par contre c'est inarrêtable. Voilà. Alors, vous voyez ça sont des decks qui ont toujours défini un peu, enfin pas toujours mais qui définissent le méta. Mais maintenant je vais vous donner deux decks, parce que généralement les gens ont choisi 5 ans. Ils prennent un de ces decks là, ils se disent je prends ce deck là, je le tune un peu pour gagner quelques pourcentages sur les matchups qui m'intéressent. Et puis roule. Et puis après il y a les gens qui sont des vrais builders dans l'âme et qui pondent des decks. Et qui font des résultats avec. Donc je vais quand même les mettre en avant parce que c'est bien beau de connaître le méta, mais vous savez, il y a vraiment deux types de joueurs. Il y a ceux qui vont jouer les decks méta
les tuner un peu, et ceux qui vont chercher autre chose. Bon, moi je fais partie de ceux qui cherchent autre chose quand même. Alors j'en mets deux en avant, de decks qui sont sortis un peu de nulle part en fait. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est ça? Alors, un blanc-bleu, donc blanc-bleu c'est classique, il joue des cartes qui sont classiques, mais dans son deck, donc je l'ai pas, mais il jouait 3 Zurich dans son deck en plus des Riz. Et il jouait surtout ce héros, le One Eye Open. Le One Eye Open qui permet de dégager les créatures que vous contrôlez pendant votre tour. Donc il y a un réel contre à Gralk quand même. Et donc le mec il est arrivé avec dans le format qui était plein de mono bleu, il est sorti avec ce deck là. Et j'avoue que ce deck là contre mono bleu, il pose énormément de problèmes à mono bleu parce qu'il joue autant de contre que lui. Il joue Marble en plus, il joue Totem qui est une carte qui est supérieure en termes de créatures que les siennes. Je veux dire, si vous faites un boucanier sur un totem, il revient, ça coûte 3, ça reste quand même un danger, ça peut quand même vous tuer le totem. Et il joue les Time Ripple qui sont extrêmement bons. Il joue les Druids qui, même s'ils coûtent cher, forcent le boucanier parce que sinon il va prendre 8 par tour. Et il joue Riz aussi. Donc en fait il joue typiquement les mêmes menaces, sauf qu'au lieu de jouer Mastery of Time et Gralk, il joue des choses qui vont améliorer son Riz ou qui vont mettre plus de pression plus tôt. Plus le héros, qui fait qu'il est immunisé au Gralk. Donc son deck était plutôt très bien construit, donc je sais plus ce que c'était le truc qui changeait. Il jouait un Euric de plus et un Soul Marble de moins, il jouait que 2 Soul Marble dans son deck. Mais voilà, donc le mec il a bossé son deck, il l'a testé, il est arrivé là, il a fait top 8 avec. Tout ça pour vous montrer que quelquefois quand vous cherchez un peu, quand vous grattez, alors vous voyez qu'en fait même quand vous assemblez des decks, vous prenez des cartes qui sont jouées. Allez pas vous dire qu'avec des cartes que vous voyez nulle part dans aucune decklist, si vous trouvez une carte qui est jouée nulle part, ok c'est peut-être un oubli. Si vous jouez 3-4 cartes qui sont jouées nulle part dans votre deck, soit vous êtes un génie et vous avez trouvé le truc, soit il y a probablement des meilleurs choix. Parce qu'il y a des gens qui ont bossé dessus avant quand même. Enfin, c'est pas soit vous êtes un génie, vous avez peut-être trouvé un truc, ça arrive de trouver un truc, vraiment, ça arrive de trouver une carte, de dire, tiens, c'est pas joué, je comprends pas, c'est vraiment extrêmement fort. Il y en a plein, comme ça. Mais si vous ajoutez plusieurs de ces cartes, vous vous dites, putain, c'est fort, c'est pas joué, s'il y a 3 ou 4 noms, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a une carte que vous avez pas assez testée, que vous comprenez pas vraiment le match-up, ou les match-up, ou les mécaniques. Autre deck que je voulais montrer, c'était le deck de Felon. Qui lui a gagné cette même cup d'ailleurs où était Pistinker, qui est un jeu vraiment assez exceptionnel dans la construction, parce que tous les dreamers jouent piocher une carte, mais alors lui il joue un dreamer qui dit que quand il inflige des dégâts, tous les champions défaussent leurs mains et repiochent 3. C'est quand même assez intéressant. Alors vous dites pas, putain, c'est bizarre, pourquoi jouer Dreamer, pourquoi pas piocher? Parce qu'en fait, lui il a une stratégie qui dit, j'ai un risque qui peut me faire gagner, ok. Mais moi mon kill c'est Rashfire en fait. Ce deck tue avec Rashfire parce que il a le Vrenlock qui va faire piocher, il a ça qui fait piocher 3 cartes, c'est-à-dire que vous défaussez votre main et vous en piochez 3 quand même. Donc vous défaussez tout ce qui n'est pas Rashfire, vous avez 3 chances de prendre un Rashfire. Et en plus de ça, ça détruit la main de l'adversaire. Votre adversaire, il peut avoir un quart d'avantage de monde. Si lui il touche une fois, il n'y a plus de CA, hein, c'est terminé. Tout le CA qu'il a construit s'effondre. Et donc à côté de ça, il joue aussi 4 Shogot. Alors Shogot, qui est une carte qui, pour le coup, qui était oubliée que personne ne jouait, etc. Et qui dit que vous payez 1, vous mettez 2 autres cartes de votre main dans votre deck, et vous contrecarrez le sort ciblé. Alors c'est extrêmement cher, néanmoins, avoir un contre-sort, un hard counter spell pour 1 contre mono bleu, c'est d'une violence inouïe quand même. Puis vous en foutez de défausser votre main, puisque à terme votre plan c'est que tout le monde défausse sa main pour piocher 3. Vous voyez? Donc vous allez contrer les pires menaces de votre adversaire, vous allez faire en sorte que votre dreamer passe, et puis voilà. Moi je reviens, petite pause. Alors désolé, je pensais qu'on m'appelait, mais pas du tout. Donc oui, donc le Shogun qui a un hard counter et qui va vous permettre donc de développer votre plan de jeu qui est de poser Dreamer, qui va faire piocher des cartes, qui va vous faire rechercher le Rashfire, et vous avez Riz en tueur. Alors quelqu'un qui me dit que 3 Riz, alors oui j'étais assez surpris, mais sa version ne joue que 3 Riz. Moi j'en aurais joué 4. Moi ma version j'aurais joué 4 Riz et 3 Shogun, lui il fait l'inverse. Donc là j'ai juste respecté la liste pour vous la présenter, c'est tout. Mais ça c'était pour vous montrer que vous voyez il y a des decks qui sortent quelquefois,
qui viennent de nulle part, ils sont clairement pour contrer le méta, parce qu'évidemment Mono Bleu qui se fait un CA monstre, qui se fait toucher une fois par le Dreamer, c'est une catastrophe quoi, c'est une réelle catastrophe pour lui. Néanmoins, il faut savoir que ce deck ne bat pas Mono Bleu à coup sûr, loin de là, il doit avoir un avantage, mais genre 55-45, enfin voilà quoi. Mais c'est un très bon jeu, très très bon jeu. En plus, en jouant rouge, il a accès à Heatwave en side. Et vous avez vu un truc vraiment super rigolo dans ce deck, il joue 0 boucanier le monsieur. Il en joue pas un seul boucanier, il s'en fout. Je trouvais ça assez intéressant. Je pense qu'il joue pas boucanier parce qu'il joue Vrenlock, alors du coup il se dit il faut que je joue beaucoup de sorts pour le rentabiliser. Bref, il y a une réelle construction derrière le deck, c'est assez plaisant à voir quoi. C'est assez plaisant à voir. Voilà. Alors je regarde un petit peu si j'ai autre chose à vous présenter, mais je pense que j'ai un peu fait le tour des gros decks du moment. Ah oui, alors il y a ce deck aussi que je voulais vous présenter, le deck de Futur. Alors lui, il jouait pas ça, je vais remettre le truc comme il jouait. Attendez, hein. Parce que moi j'ai fait des tests avec ce deck en fait après. Voilà. Ça c'est son deck. Donc c'est un deck vert, bleu, rouge. Le principe du deck c'est de poser Azure Fate en spell shield dégâts et de derrière poser Demos en dégâts qui peuvent tuer tout seul, des idus qui quand il arrive en jeu fait piocher 4, des fauconniers qui arrivent mettre 2 et qui sont spell shield derrière, enfin lui est spell shield, et lui qui pose des rhinos, donc en fait vous le posez après l'Azure Fate, il inflige des dégâts et il fait pop un rhino. Vous voyez. C'est un deck qui est intéressant, qui est clairement intéressant. Après moi j'ai joué le deck avec Ropet, je vous avoue qu'au niveau des seuils c'est compliqué. Alors par contre quand ça sort ça, j'avoue, voilà. Hein. Quand ça sort c'est vraiment redoutable. Hein. J'ai pas encore eu l'occasion de cast un Zidu avec une Azure Fate sur table, mais à mon avis c'est la game. Hein. Limite le mec il sur un instant. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, c'est vrai que c'est assez sexy de se dire la gemme de dégâts avec Zidu c'est pas mal du tout. Ça fait piocher 4, tout simplement. Donc un deck où il a fait très attention à sa base de mana, avec les larmes notamment. Moi j'ai repris sa base de mana telle quelle. Bon, il avait fait des lignes de calcul qu'il a posté d'ailleurs, qui montrent un peu comment ça fonctionnait, mais néanmoins ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Oui, c'est le deck de 5 charge tout à fait, Draduli. Mais moi j'ai joué contre ce deck en fait, c'était la Saphir. J'ai joué deux fois d'ailleurs ce deck, une fois joué par Futur, une fois par son pote. J'ai fait 1-1 contre ce deck. Et Futur il est pas du tout sorti, parce qu'il a les mêmes problèmes de couleur de mana que moi. Par contre, l'autre, j'ai perdu 2-1 contre l'autre, j'ai Prime, et lui il est sorti. Et lui pour le coup, c'est vrai que quand il est sorti, je ne pouvais strictement rien faire. C'était très très violent. Mais je pense que l'idée est là, mais qu'il y a encore mieux à faire au niveau du build. Faudrait que je travaille un peu la liste dans mon coin, mais c'est clairement une liste intéressante. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour des decks que je voulais vous présenter. Bah ouais. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est l'énigme. Ça c'est un petit peu le puzzle qu'il faudra résoudre pour les joueurs qui vont faire le top 64 là le 9 mai. Comment battre ce deck, comment battre ce field, où se positionner. Alors généralement quand on... Sur Magic, parce que pour le coup c'est la référence hein, pour les choix de deck, les joueurs pros, généralement, ils s'emmerdent pas. Ils essayent pas de faire un deck qui bat tout. Il y a vraiment deux étapes en fait à Magic. Il y a des gens qui build des decks, qui donnent les idées, qui les construisent, et après t'as les joueurs qui les jouent. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les builders sont pas les meilleurs joueurs généralement. Pour des raisons X, Y, Z. Parce que qu'on le veuille ou non, pour être joueur, il faut être doué, il faut avoir l'intuition, ce dont je vais parler aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de chance. Faut être méthodique, faut être calme, faut beaucoup de qualité pour jouer un jeu vraiment à fond pour gratter chaque pourcentage. Et en fait à Magic, donc il y a les gens qui build, après t'as les gens qui jouent le deck, ils choisissent un archétype en fonction du méta, ils disent ok je sais que ça marche, hein, le mec je sais que ce deck marche, maintenant j'ai un choix de 4, 5, 6 decks, je vais prendre celui qui me semble être le meilleur dans le méta. Et une fois que j'aurai choisi, je vais le tuner de telle façon à gratter quelques pourcentages contre tel et tel deck. Donc grosso modo, les gros joueurs pro de Magic ne créent pas des decks. C'est faux, la plupart du temps. Pas tous, hein, il y en a qui créent les decks aussi. Mais la plupart ne créent pas les decks. Ils prennent les decks, ils les jouent, ils playtestent,
et ils affinent en fonction des match-ups qu'ils veulent gagner. C'est-à-dire qu'ils affinent aussi en fonction de ce qu'ils pensent qu'il y aura à la cup. Si moi je pense qu'il y a masse mono bleu, évidemment que mon side et que mes cartes vont être orientées pour battre mono bleu ou gagner des pourcentages contre mono bleu. Mais d'un autre côté, si je pense que le deuxième jeu le plus joué c'est vert rouge, et que chaque choix que je fais pour améliorer mon match-up mono bleu m'enlève des pourcentages contre vert rouge, c'est peut-être pas si bien. Donc là se met en place tout un casse-tête en fait pour les joueurs, dans le choix de deck et dans ce qu'ils veulent faire en fait. Vous voyez? Donc vient aussi l'importance du side. Ces 15 cartes, là j'en ai pas beaucoup parlé volontairement parce que je voulais en parler en deuxième partie d'émission, bah ça tombe bien parce qu'on y est. Ce sideboard est très important. Il y a un truc pour les débutants notamment. Vous savez, c'est très facile de mettre des cartes de side. De se dire putain ça c'est trop fort contre ça, ça c'est bien je vais rentrer contre ça. Vous savez ce qui est le plus dur quand vous sidez? Genre vous avez gagné la première game, vous devez side. Qu'est-ce qui est le plus dur en fait? Le plus dur c'est pas de choisir les cartes qui vont rentrer, c'est de choisir les cartes qui vont sortir de votre deck. Hein? Parce que les cartes qui vont rentrer vous le savez. Mais au moment où vous devez sortir des cartes de deck, vous dites putain ça me fait chier d'enlever ça. Puis putain ça me fait chier d'enlever ça. Et vous vous rendez compte qu'au final quelquefois vous vous retrouvez avec des trucs bizarres. Moi je sais, je vois dans certains match-ups que je connais pas, je fais des choix de side bizarres. Je me dis putain c'est bizarre, je me retrouve avec des noms comme ça. Je veux rentrer ces cartes parce que je sais que de toute façon ces cartes là sont meilleures que n'importe lequel de mes cartes dans mon deck, mais le tout me plaît pas parce que je l'ai pas assez testé. Parce que je sais pas exactement ce que ça donne. Parce que il y a un truc que les gens oublient, c'est que un tournoi c'est du BO3. Ça veut dire que vous jouerez toujours plus de games avec votre side que sans votre side dans un tournoi. À moins de gagner toutes vos games ou perdre toutes vos games de 0, vous jouerez plus de games avec side que sans side. Et c'est très important, c'est 15 cartes qui disent ouais, j'avais lu un commentaire qui disait mais putain il peut pas changer de deck, comment il fait s'il se fait contrer? Le sideboard. Voilà, c'est la réponse. Et encore une fois, donc c'est beaucoup plus dur de savoir ce qu'on sort que ce qu'on rentre dans un jeu. Il faut faire les matchs, il faut essayer. Et même en essayant quelquefois selon les variations, parce que, je veux dire, vous avez beau connaître un petit peu le jeu, genre, je sais pas, je joue contre mon adversaire et je joue vert rouge. Ok, c'est très bien. Mais il va pas jouer exactement la liste de Cabal Papa, il va lui aussi avoir tuné son deck, vous voyez. Et c'est là que la guerre des informations va rentrer en jeu dans la game 1. C'est là que toutes les informations qu'il peut vous donner, toutes les cartes qu'il va vous montrer vont vous donner une idée de ce qu'il joue. J'en discutais avec Roped, d'ailleurs c'est un truc que je devrais faire, une petite émission, un truc comme ça. Genre je montre des débuts de game et vous devez essayer de deviner ce que joue l'adversaire avec moi quoi. Genre ok, on a vu ça, ça et ça, à votre avis qu'est-ce que c'est la decklist? Vous savez quand vous êtes assez expérimenté, je pense que vous pouvez quasiment refaire une decklist à quelques cartes près après avoir vu la première partie. Vous voyez? Et c'est important de faire ce processus de reconstituer le deck dans votre tête et de dire ok il joue ça, ça, ça. Donc s'il joue ça, il doit jouer ça. Et puis alors en side il va rentrer ça. Là il y a tout le côté mind game et tout le côté où chaque carte que vous allez rentrer contre lui ou sortir contre lui va vous faire gagner ou perdre des pourcentages de win. C'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. Vous allez rentrer des cartes qui vont vous faire gagner 1, 2, 3% de victoire. Vous allez faire rentrer des cartes qui vont le punir pour telle ou telle action. Le seul problème c'est que si lui sait... Votre adversaire sait que vous jouez... je vais prendre un exemple bateau. Votre adversaire, je sais pas moi... je joue une base blanche, je joue contre un jeu vert. Je sais que mon adversaire joue des trucs anti-artefacts et anti-enchantement. Si moi, la game 2, je retire mes draws, qui sont des artefacts, et la plupart de mes constantes, les cartes qu'il aura rentrées, elles lui feront pas gagner des pourcentages de victoire, elles vont lui en faire perdre, parce que quand elles seront dans sa main, elles seront blanques et elles serviront à rien. Par contre, si j'ai pas pris ça en compte, que je garde mon deck avec mes constantes et mes artefacts, et qu'il joue sa carte de side plein pot, je vais perdre des pourcentages de victoire. Vous voyez? C'est là où ça devient intéressant le construit, c'est là où le main game rentre en jeu. Petite question, comment tu testes les idées de deck si t'as pas de team? Eh ben oui voilà, t'as tout compris. Là ça va, Repet commence à pas mal play. Mais pendant un temps, à chaque fois que j'avais des decks à la con, j'allais en construit compétitif, ce qui était assez pénible. Faut le dire. Après j'imaginais, genre je faisais des sorties contre les bols, je dis ok ça peut sortir comme ça, comme ça. Après, en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aux cartes, et c'est assez marrant. Vous savez quel jeu m'a beaucoup aidé pour appréhender les jeux de cartes derrière?
en fait j'ai même commencé à jouer après au jeu de cartes, mais ça m'a appris beaucoup de choses, c'est le jeu de Go. Parce que le jeu de Go, donc c'est un jeu de plateau, un vieux jeu avec les petits pions blancs et les petits pions noirs, vous savez. Et en fait, c'est un jeu où vous allez essayer d'imaginer des séquences complètes de coups. Et bah sincèrement, quand vous jouez à un jeu de cartes, la réflexion est quasiment identique, hein. Vous essayez d'imaginer à l'avance qu'est-ce que votre adversaire va faire. Vous allez dire, bah, c'est un peu comme les échecs, oui c'est pareil, sauf que moi c'était pas les échecs, c'était le Go, mais c'est un peu ça, vous essayez de voir les séquences, et dire ok, ça peut marcher comme ça peut s'emboîter comme ça, ou comme ça. Vous voyez? Moi c'est comme ça que je teste la plupart du temps. C'est pour ça d'ailleurs que mes résultats sont relativement moyens, je dirais quand même pour moi. J'ai pas fait de top 8 encore, parce que je peux pas tester. Et que je suis pas un joueur qui prend les decks méta, c'est-à-dire que vu que je suis un joueur qui aime bien build, et qui en plus de ça n'a pas de team, en fait mes tests c'est les tournois quoi. Voilà. Je reviens sur le deck Crashfire. Comment il gère l'essai à 3 saphirs plus 2 rubis? C'est lourd hein, je sais. Il a quand même fait attention dans sa curve. Hein, regarde, il joue 2 Shards of Fate, 4 innovations. Mais en effet ça peut être délicat, hein. Ça peut être très délicat. Ça peut être très très délicat. Moi j'ai pris sa liste telle qu'elle était, hein. Mais c'est exactement pour ça que ce jeu a peut-être gagné un tournoi. Alors pour information, j'ai parlé à... Alors attendez, faut que je retrouve le nom. Bref, j'ai parlé à un des joueurs de sa team, de la team de Felon, et qui m'a dit qu'en fait quand ils ont testé le jeu, ils savaient que le jeu était pas complètement stable, mais qu'ils savaient qu'il était tellement puissant que le fait de perdre une game de temps en temps, c'était pas si grave pour eux. Après il y a quand même moyen de... Il y a quand même moyen de tuner un peu le deck pour que ça soit un peu plus stable quand même. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le jeu est un peu lourd en seuil. Enfin voilà, en fait quand on commence à faire du tournoi construit comme ça, compétitif, on se rend compte que le jeu de cartes, au-delà du jeu de chance, c'est un énorme mind game avec votre adversaire. Celui qui connaît mieux... Enfin, celui qui connaît le mieux les cartes, qui connaît mieux les decks a forcément un avantage. Moi je sais que ma principale force dans les jeux de cartes c'est que je sais ce que joue l'adversaire, je le sais. Et si vous voulez me rendre fou, si vous voulez me battre à un jeu de cartes, vous jouez un jeu que je connais pas. Je dis pas que je serai perdu, je suis capable de m'adapter. Mais mes décisions seront pas bonnes parce qu'elles seront basées sur quelque chose que je connais. Voilà. Sur les Sapphire Blue, tu as essayé de rentrer les Arthos parce que c'est que... Bah alors en fait, je vais te dire une chose, c'est qu'en voyant le deck de Future, je me suis dit c'est vrai que l'alarme est quand même un petit peu oubliée alors que c'est une excellente carte. Peut-être, donc j'ai pas essayé Samo, mais franchement c'est une idée qui se tient. C'est une idée qui se tient. J'avoue que l'alarme, je sais même pas pourquoi j'essaye pas de la jouer. C'est une excellente carte. C'est un peu lent. Le problème c'est que c'est lent. Mais bon. En termes de tempo, ça n'a rien à voir avec une chlorophylle. Hein, qu'on soit bien d'accord, hein, la différence de puissance entre chlorophylle et l'arme est quand même assez énorme. Parce que, ouais, au niveau de tempo, vous gagnez pas de tempo, vous allez même en perdre dans le jeu. Donc voilà. L'arme. Non, tu peux pas jouer Géode. Tu ne peux absolument pas jouer Géode si tu joues pas Artefact. Impossible. Alors en bleu-vert, il y en a moi, Alex Soul. C'est ça. Exactement ça, alors s'appelait la carte Carbo, quoi. Hein, le don de Frigas de Carbo. Mais c'est exactement pour ça que je joue ce genre de cartes. Ces cartes qui sont hors méta, qui sont pas mauvaises. Euh, Je vais vous montrer une carte dans X qui a fait ce même effet. Moi je me rappellerai toujours de la réaction de Repet quand je lui ai joué. Cette carte. Et ben je peux vous dire que quand pour 1 vous tuez le drôle de votre adversaire, c'est un petit peu dans sa tête c'est what the fuck et dans sa bouche c'est what the fuck et il dit juste ah quand même, vous voyez. Et voilà. Ce sont des cartes qui sont en méta qui sont jouables et qui clairement peuvent surprendre et faire des games. La carte dans laquelle je me suis trompé à son sujet c'était Xantot. Xantot. Parce que
J'arrivais pas à comprendre pourquoi Xanthode pouvait être fort contre Mono Bleu. J'arrivais pas à imaginer en quoi c'était fort. Euh, En fait, la vérité, c'est que c'est pas fort que contre Mono Bleu. C'est-à-dire que c'est pas monstrueux contre Mono Bleu, c'est très fort, c'est bien. Mais la vérité, c'est que c'est bien contre tout. Voilà. Donc depuis, c'est vrai que j'essaie de remettre deux trois Xanthotes dans mes decks et j'avoue que là dans le blanc-noir que je joue pas mal en ce moment, la Xanthote m'a fait gagner beaucoup de games. M'a fait gagner beaucoup de games. Euh... Alors Stun Skin est très bien. En fait à une époque j'ai essayé de la jouer. Mais en fait le problème c'est que c'est target action. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que si par exemple ça avait été le target effect et que vous pouviez contrer l'effet de pile du boucanier, ça serait génial comme carte. Mais le fait que vous contrez juste une action, réfléchissez bien. Quelles sont les actions qui vont cibler vos troupes qui seront vraiment game breaker? Voilà. Quelles sont les actions dans le méta consort actuel ciblant votre troupe qui sera game breaker et qui vaut le coup de s'embarrasser de cette carte là pendant tout le reste de la partie? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc si ça doit jouer, c'est probablement en side. Mais pas en main deck. Ça a été joué d'ailleurs, hein. Le stun skin a été joué à une époque. Hein. Bah, genre par exemple, si tu prends un jeu comme... regarde. Tu prends un jeu comme Sweet Pea Stinker. Tu remplaces les Zurich par des Dreamers, ok? Tu fais un jeu un peu plus classique avec Dreamer et Reese. Tu peux rentrer des stun skins éventuellement en side. Si tu joues contre un jeu rouge ou un jeu blood qui va cibler tes bêtes pour les faire meurtre au Crackling Bolt, jouer stun skin peut clairement le mettre dans le bad parce que c'est vraiment un truc à faire un piège ça. C'est genre, je laisse un mana open, tu dis c'est bon, il n'y a pas de contre. Tu veux gérer Reese, tu prends stun skin, je pense que tu perds la game dessus hein, pour le coup. Mais tu vois, ce sont des situations, et ce sont des situations où il faut que tu amènes ton adversaire. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais. C'est-à-dire que si vous êtes un bon joueur, vous allez réussir à amener le joueur d'en face à faire des choix que vous voulez qu'il fasse. Mais il faut quand même y arriver. Mais tu vois, pour que ça fonctionne à plein régime, cette carte, il faut être clairement dans cette optique-là de se dire, ok, j'ai un plan, je veux l'amener à faire ça comme ça. Je veux poser mon... Par exemple, tu commences, tu dis, si j'ai Dreamer et Reese dans la main et que je peux le poser avec Stun Skin, il faut que je set up un trap dans mes ressources pour qu'ils viennent s'engouffrer dedans, tu vois. Parce que si tu... Parce que... Con, mais... Si tu joues bleu-blanc, par exemple, là, dans ce deck, et que tu laisses 3 mana open, et que t'as un Stun Skin mais pas de contre-sort dans la main, bah le mec, de toute façon, que tu joues contre-sort ou ça, c'est pareil. Par contre, si t'as qu'un seul mana open et que tu incites ton adversaire à faire l'action et qu'il tombe dans le piège, alors là... Là, par contre, ce sera full value, quoi. Ça serait... Ce sera en plus du fait que dans sa tête il sera pas bien quoi. Voilà. Ah mais je le redis, hein, cette carte est complètement pétée. Hein. En fait cette carte, le plus 1 que ça donne, c'est pété. Dire la carte on enlève le plus 1, elle est bien, elle est très bien. Et elle sera toujours jouée. Toujours quasiment autant jouée. Mais le plus 1, il est mortel. Hein. Il est absolument mortel. Et d'ailleurs pareil, le contresort c'est plus 2 quand même aussi. Au passage. Mais en fait, alors je reviens sur un fait qui des fois ça peut être brillant, mais c'est ça que tu cherches en fait.
C'est tu cherches une carte qui va briller à un moment donné, qui sera très très forte. Tu dis ok, je vais le surprendre et je vais l'amener là. Mais ça implique tout ce que je viens d'expliquer, tu vois. Que dans ta tête, tu dois avoir le plan de jeu qui l'amène à faire ça. Vous savez, c'est un petit peu comme, je sais pas moi. Sur DOC, on avait plein d'exemples comme ça où tu mets. Moi, je jouais beaucoup comme ça en mettant en place des trappes, vous savez. C'était le truc, tu fais un mauvais choix ou tu fais un mauvais choix, quoi. Quand vous arrivez à un point, sur DOC c'était assez facile de setup ça quand vous avez l'avantage, c'est à dire, alors tu prends la peste ou tu prends le choléra, dans tous les cas je suis gagnant. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je me rappelle l'avoir dit je sais pas combien de fois à l'époque sur les streams de DOC. Bien. Alors est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur tout ce que je viens de raconter pendant plus d'une heure? Parce qu'on arrive plus ou moins au bout du chat que je voulais faire. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez être éclairé sur des decks du méta ou. Alors, pas forcément lancer des idées de deck, hein, parce que personne, je m'en moque un peu pour le moment. Et surtout sur les decks que je vous ai présentés, si vous trouvez qu'il en manque un, par exemple, n'hésitez pas. Comme ça, je peux peut-être le monter instantanément et puis expliquer vite fait. Ou si vous voulez plus de renseignements sur comment un deck fonctionne, je peux prendre un peu de temps pour essayer d'expliquer ça là. C'est le moment. Je l'ai le AA du boucanier en fait. Mais en fait, vu que j'en ai pas 4 et ben j'en mets pas 4 parce que c'est moche sinon le deck builder. Au final, il y a pas mal de combos de couleurs qui fonctionnent de cette méta. Oui. Ah, quand même, hein. Quand même, mais les bases sont les mêmes. T'as la base rampe verte, la base CA bleue, la base Angel blanche, et tu as la base Blood discard attaque de main. Hein. Puis après, les gens construisent autour de ça un petit peu. Et le rouge, généralement, est pas la couleur main deck, c'est la couleur où les gens viennent piquer des cartes d'utilitaires, genre des dégâts directs et des anti-bêtes et des trucs comme ça. Donc après, il y a le mono rouge. C'est vrai que j'ai pas présenté le mono rouge, mais il a un peu disparu le mono rouge. Qui est très bon contre le bleu d'ailleurs, hein. Mais pas forcément suffisant. Ça vaut le coup de faire des compétitifs croisés? Non. Si tu débutes dans le méta construit, je te conseille de faire des construits suisses. Ça se lance encore moins souvent. Mais au moins tu fais les 3 matchs et tu gagnes minimum un pack. Vraiment minimum, tu gagnes toujours un pack. Par rapport à ce que tu veux avoir dans Magic. Mais c'est là aussi qu'il faut mettre les choses en perspective et avoir un petit peu de hauteur sur ça. C'est que à Magic, il faut bien se rendre compte d'une chose. Il y a tellement de joueurs, tellement de teams, tellement de joueurs qui respirent, pensent, mangent Magic, qu'une semaine après l'extension, les decks sont connus de la méta. Clairement. Il y a des évolutions de méta. Il y a des decks qui grind des places. Mais généralement, les decks que tu vas voir en entrée de saison standard, juste allez, 2-3 semaines après, quoi. La plupart, j'ai bien 60-70% des decks que tu as vu la première semaine, les 2 premières semaines seront là à la fin. Ils auront juste un peu évolué, ils se seront adaptés au méta, ils se seront tunés, mais les idées seront là, quoi. Et après, les joueurs pros, comme je t'ai dit, piquent les meilleurs decks et basta. En fait, tu le vois pas dans Magic parce que les joueurs sont beaucoup plus disciplinés à se dire ok, je connais quel deck, je connais les match-ups, je sais pourquoi je joue. C'est tout. Oui, alors les coûts d'entrée en Suisse c'est 300. Tu payes 300 plots, mais tu repars avec un pack minimum. Si tu fais 2 wins, tu repars avec 2 packs. Avec 3 wins, c'est 5 packs, je crois. Un peu pareil en fait que. En fait, quand tu fais de la compétitive construit, si tu gagnes ton premier match, bah, tu gagnes 2 packs instantanément. Et le Suisse, donc il te faut 2 wins pour gagner 2 packs. Et quand tu gagnes 2 packs, en fait, t'es déjà gagnant. Alors il y avait, je sais plus qui m'a dit, est-ce que le bleu vert est viable? J'arrive pas à monter un deck. Moi j'en avais un de bleu vert, je sais pas si je l'ai encore là, mais je peux le monter vite fait. Qui marche plutôt bien. Le problème c'est que il est un petit peu faible contre. Il faut que je le remonte. Il est un petit peu faible contre mono bleu. Mais il peut gagner. Je veux dire, c'est pas une cause perdue hein, contre mono bleu. Alors c'était ma version évidemment. Alors on est parti. Moi je jouais comme ça. Je jouais route phaser avec instant et plus suite plus suite.
Ensuite, j'avais Azure Fate. Donc on va lui mettre Flight. What? Ah. Flight et Spell Shield. Dreamer. Moi je jouais avec les Rhinos. Ensuite, le ramp. La stabilité. Le contrôle. Ce qui relie le tout. Là déjà on a 32 tu vois. J'ai la base du deck qui est là. Et je me rappelle plus ce que je joue en dernier. Pour être honnête, je me rappelle... Ah bah si, je sais. Tu peux jouer en 20... Tu peux jouer comme ça. Et en dernier, j'ai peut-être une carte là. Ah bah oui, si, ça je dis. Voilà. C'est la base du jeu, c'était ça. De mémoire, hein. J'avais été un petit peu plus loin, je l'avais tuné à ma façon, mais... pour la base de mana, je t'avoue que je suis plus très sûr de ce que je jouais. Et au niveau du héros... Tu peux jouer un peu tout, mais je crois que je jouais ça. Tu peux jouer Bertram aussi, ça marche. Hein. Bertram, tu vas jouer juste plus de Riz. Hein. Après, si t'as plein de Riz, je sais pas combien t'as de Riz, mais tu peux le jouer en mode débile. Hein. Tu peux jouer avec 3 Riz, 4 Riz et jouer Bertram. Tout à fait possible. T'enlèves le Crash of Beast et tu vas chercher, je sais pas. Faire plein de choses. Il faut juste quelque chose qui relie un peu le tout au plein milieu là. Genre un Time Ripple ou deux, peut-être. Permettre de temporiser un peu. Un truc comme ça, peut-être. Tu vois. L'idée c'est que tu peux tuer avec Riz, tu peux tuer avec le fait que des Moss Spell Shield et qui volent, c'est pas forcément gérable. Et puis t'as le plus 8 sur un Dreamer qui met 11. Plus les Rhinos. Ah ça c'était mon deck au Grimard. Alors la version avec CMK c'est une version qui est beaucoup plus bleue et qui joue pas Root Phaser. C'est la version de Havok. Qui lui jouait pas comme ça, lui jouait 4 Riz. Mais là on parle pas de la même version. Hein. Lui jouait comme ça. Plutôt. C'est vous que je choisissez. Hein. Et il jouait Mastery. Si on parle de la version d'Havok c'est ça. Il y avait un truc en moins quelque part, je sais pas ce que c'est, peut-être une Azure Fate. Si on parle de la version d'Havok, il joue un truc qui ressemble à ça, il joue peut-être même pas Time Ripple, il devait jouer 4 Counter Magic et c'est tout. Moi j'avais joué autrement, c'est tout. Mais il jouait pas Root Phaser quasiment sûr. Les jeux incantation, en fait, le truc c'est que la carte est excellente. Et je persiste et estime que la carte sera jouée à un moment donné. Le problème, c'est que c'est pas du tout le bon méta pour la jouer. Voilà. En gros, c'est un mono bleu avec des moss, mais en fait, l'avantage c'est elle. Le réel changement par rapport à un mono bleu, c'est le fait que t'as un truc qui donne spell shield à tes gros tons. C'est-à-dire que ton moss il est spell shield et surtout ton Riz il va être spell shield et ton Dreamer il va être spell shield. Et ça change tout. Moi personnellement, si vous préférez jouer sans les avec CMK et sans les Sensei, ça me dérange pas du tout, je comprends. Mais sincèrement, tester Root Phaser. Le Root Phaser, là, comme j'ai aimé, c'est vraiment très très violent. Hein. Ça fait des games, tout simplement. Merde.
Mais voilà, si tu veux partir sur du vert bleu, ça sera quelque chose comme ça. En tout cas. Il y en a même qui jouent Eye of Creation dans leur vert bleu. Il y en a même qui font des Eye of Creation vert bleu. Bon, c'est un peu spécial, mais il y en a qui le font. Donc là, j'ai oublié de remettre des trucs. Je sais pas ce que c'était. Bref, tu vois, c'est quelque chose dans le genre là. Ah oui, tu peux jouer Sight of the Sun aussi dans le deck, c'est vrai. Il jouait ça d'ailleurs, il jouait Sight of the Sun. Il se base pas dessus. Moi, encore une fois, moi là je parle de la version d'Avoc. Hein. Moi j'en jouais 4. Lui, moi j'en joue 4 d'Azure Fate dans ma version moi. Mais lui, je crois qu'il en jouait que 3 des Azure Fate dans sa liste de mémoire. Donc voilà. Moi j'ai arrêté de le jouer parce que non seulement c'était pas forcément un bon match-up contre le bleu, voire même c'était un mauvais match-up contre le bleu, et qu'en plus de ça tu pouvais te faire rusher assez salement par certains decks. Donc il y a mieux en fait. Je trouve qu'il y a mieux que ce deck. Bien. Alors est-ce que vous avez des questions sur des decks que j'aurais oublié? Donc là c'est vrai que c'est une question que j'ai repris au vol. Ou est-ce que on peut tout simplement passer à la seconde partie et faire le Nipest et commencer le giveaway et compagnie Y a pas de souci, je vous laisse 5 minutes. Jusqu'à 22h30, si je vois aucune question en 5 minutes, c'est que j'estime que vous êtes ok sur les méta maintenant. Que quand je ferai des tournois construits, vous allez pouvoir comprendre un peu ce qui se passe, ce que je raconte. Et si ça vous a plu cette émission, pareil, faites-le moi savoir comme ça si vous voulez que j'aille plus loin et que je fasse les émissions comme je disais avec les rencontres de méta, etc. Je peux peut-être le faire. Ou si vous préfériez les émissions où c'était beaucoup plus théorique, c'est pareil, dites-le moi aussi. Non, il n'y a pas de deck meule compétitif. Pas à ma connaissance en tout cas. Encore une fois, j'ai décrit les decks compétitifs là. Hein. J'ai pas décrit les decks fun. Alors, à l'arrivée 17.3, ça sera jouable. À mon avis, X va s'orienter à un système à la Magic de blocs en 3 extensions. Je pense. Hein. Là, je pense que les drafts, le format, ça va être un pack 7 1, un pack 7 2, un pack 7 3. Et que je pense que si rotation il y a, de toute façon, ils vont vous prévenir. Hein. Là, il va rester informé en fait chez Den. Investir maintenant, c'est pas une perte. Voilà, investir maintenant, c'est pas une perte. Bah, en fait, la vérité, je vous dis, c'est que l'émission sur l'intuition, je veux toujours la faire. Parce que c'est très intéressant et très important. Le truc, c'est que vu que demain il y a un gros stream de Spellover et que je vais streamer 3 soirs de suite, j'ai préféré me concentrer sur ces streams là. Et donc là, plus vous raconter ce que je sais du jeu, un petit peu partager où moi j'en suis, puisque on est quand même 4 là à aller faire le top 64, hein, 9 mai, qui est quand même un tournoi qui est sympa, puisqu'il y a 500 $ un ticket d'avion pour la Californie à gagner, plus les packs. Euh, donc bon, c'est toujours sympathique quand même, que 4 personnes, 4 représentants français fassent cette cup, c'est 4 chances sur 64, typiquement. Je pense pas que investir sur des cartes du set 1 maintenant soit mauvais. Enfin, je sais pas si maintenant, là, comme ça, tout de suite aujourd'hui, c'est bien. Mais de façon générale, je pense pas que ça soit mauvais. Non. J'aimerais bien une mission sur les cartes nécessaires à une méta. Comment ça nécessaire? Carte définissante de méta, tu veux dire? Un lien pour le top 64, oui. Je peux te donner ça. Si je le retrouve. Ça doit être ça. Pas. Mais.
Maldoc. Donc là j'ai lu une émission sur les cartes nécessaires de méta. Mais en fait je comprends pas la question. Les cartes qui définissent le méta, tu veux dire plutôt. En fait les cartes, parce que si c'est de ça dont tu me parles, ça je peux le faire tout de suite. Hein. Alors, ça va être très très simple. Les cartes qui définissent ce méta. Pif paf pouf. Bon, rouge, noir. CMK évidemment. Il y a le Mega Hulk, mais bon, je peux pas le montrer. Je l'ai pas. Je pense que là déjà, j'en oublie une quand même. Je pense que déjà c'est pas mal. Ce sont pas les cartes qui sont au-dessus. On m'a demandé les cartes qui définissent le méta. Attention. C'est-à-dire des cartes qui encadrent le méta et qui vont décider un peu de ce qui est joué. C'est-à-dire que les cartes que vous devez avoir en tête quand vous créez un jeu en disant est-ce que je peux gérer ça, 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 c'est généralement ces cartes-là qui reviennent. Il y en a d'autres, hein. Il y en a qui sont émergentes en fait. Hein. Il y en a qui sont émergentes. Par exemple. Enfin, émergence, il y en a d'autres en fait. Hein. Celle-ci était déjà importante, mais... On peut penser aussi à... Parce que je l'ai pas mis, mais... C'est même la définition d'une carte qui définit un méta. Hein. Il y a ça. Cette carte-là qui va commencer à emmerder un peu les gens. On m'a parlé de Counter Magic, c'est vrai, Counter Magic est une super carte qu'il faut prendre en compte, mais on peut pas y faire grand chose avec Counter Magic. En fait, Counter Magic, vous savez quelle incidence ça a avec Counter Magic, moi dans ma réflexion? Ça a juste EP le pouvoir de certaines cartes de réaction, comme ça. Enfin, de réaction. C'est une carte de méta comme ça. Withering Touch, j'en joue autant à cause de contre-sort, quoi, parce que j'en ai ras le cul des contre-sorts des Mastery of Time. Donc du coup, j'aime bien jouer Withering Touch x3 dans mes decks, ça marche très très bien. Light Touch, j'avais déjà mis. Le Stormcloud, je suis pas d'accord en fait. Le Stormcloud est très 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 fort. De là à ce qui définit ce méta, je veux dire, qu'on réfléchit. Le problème, c'est que de toute façon, il n'y a pas grand chose qui va contrer Stormcloud. Donc tu peux pas vraiment réfléchir à Stormcloud. Parce que, en fait, réfléchir à Stormcloud, c'est se dire bah, comment je gère Stormcloud, comment je gère Stormcloud. Bah, je vais vous le dire, moi, la meilleure façon de gérer Stormcloud, c'est un bon gros burn dans sa tête, hein, et puis on n'en parle plus. Mais là, on va plus parler de réponse qu'autre chose. Là, on est déjà dans les réponses. Extinction est une réponse, Xanthoth est une réponse. Les premières cartes que je vous ai montrées, c'était vraiment ce qui définit. C'est-à-dire, ce sont les cartes actives qui vont vous faire chier. Après, il y a les réponses. Les réponses qui sont à cause de ces cartes-là, il y a toutes ces réponses-là qui arrivent derrière parce que ce sont les meilleures réponses. Voilà. Le truc, c'est que Gorefist est nécessaire. Bah, je l'ai oublié, hein, Gorefist d'ailleurs. Gorefist définit le format aussi. Hein. J'ai juste ça, c'est clairement. Gorefist est clairement une carte qui définit le format aussi. Hein. Tu ne peux pas oublier Gorefist.
Extinction c'est différent en fait, parce que Extinction c'est extrêmement plus... Extinction par elle-même est une carte qui définit le format, ça définit même plus de choses que ça définit un peu les règles, parce que il faut dans tous les jeux de cartes, il faut une carte qui wipe la table. Et le fait qu'il l'ait mis à ce prix-là a tout de suite donné un petit peu le rythme de la game. Si cette extinction avait coûté un de plus, on verrait beaucoup plus de jeux aggro. Je pense. On verrait moins de blanc-noir, le Darkspire prendra un coup, ça changerait beaucoup de choses. Oui, il y aura des nouveaux héros probablement. Le BS2 a vu arriver un nouveau héros par couleur, donc je pense qu'il y aura un nouveau héros par couleur aussi, je pense. Je pense. Mais tu vois, Alex Soul, c'est pour revenir dans la citation de quelqu'un que j'apprécie énormément, que vous savez tous, qui me disait que la méta était monolithique à l'époque de Gorefist, que seul rouge pouvait battre rouge. Eh ben, le fait est que non, le fait est qu'elle a encore évolué et qu'on sentait bien que ça allait encore évoluer. Maintenant, par contre, j'avoue qu'on arrive à une stabilité dans le méta quand même. On voit bien les decks qui définissent ce méta. Parce en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de joueurs sur X pour que le méta se fiche, enfin, pour que le méta arrive à ce côté un petit peu, on sait ce qu'il y a à jouer, on a juste à faire un choix. C'est ce qui rend le jeu intéressant aussi, c'est qu'il faut toujours chercher. Mais vous verrez que si X prend de l'importance en termes de base de joueurs PVP, les decks sortiront plus vite. C'est comme sur DOC en fait, pour ceux qui ont joué à DOC. Hein. Quand il y avait beaucoup de joueurs, les decks sortaient vite. Vous saviez que le deck était fort et était pas fort. Ça allait très vite. C'est ça. Exactement. Ça, c'est vraiment, c'est ça. Extinction, c'est une carte qui est presque une règle du jeu, quoi. Ça définit le jeu en fait. Ça va plus loin que définir un simple méta. Alors attention parce que déjà d'une, on voit encore des Gorefist. Après la mécanique de Mono Bleu, le truc c'est qu'il peut t'attaquer ton deck depuis tellement d'angles que même si on nous donne une carte, genre par exemple, moi une carte que j'aimerais contre Mono Bleu, clairement c'est détruisez la carte sous tunnel ciblé. Point. Pour 2 ou 3 en vert ou pas en bleu quoi. Tu vois, pour 2 ou 3, détruisez la carte sous tunnel ciblé. Point. Rien que ça. Moi ça m'irait très bien. Et ça détruirait pas Mono Bleu. Il serait toujours très fort, mais moins fort quand même, tu vois. Moi je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas du tout toucher ces cartes sous tunnel. C'est trop fort, j'ai déjà dit. Le fait est qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, je le réaffirme, avoir une condition de victoire qui t'a coûté 2, c'est trop fort. Faire sous le marble ça t'a coûté 2, mais après tu dépenses 10 quand même. Là ça lui a coûté 2, point. Ça lui a coûté 2, il a activé, il a eu Junkbot, il a gagné. Vous l'avez tous vu la game hein, ce week-end. Il a dépensé 2, géré tout son board, Risa Pop, il a fait pas au Junkbot, j'ai perdu. Je pense pas que le Riz passera à 300 plates, hein. Pas du tout même, hein. Pas du tout. Ça serait une carte de ça et tu la jouerais pas dans tous tes decks. Tu pourrais pas la jouer en main deck, cette carte. Tu vas faire quoi contre aggro avec une carte contre les tunnels? Non. Mais ça serait une belle carte de ça et une belle réponse. L'exil est beaucoup joué dans le méta parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont récurrentes de base. Ça c'est bien parce que euh, il y a quand même beaucoup de cartes récurrentes. Hein. Je vais en faire la liste un petit peu, vous allez voir, ça fait peur quand même. Hein. T'as tout ça et t'as surtout le... comment ça s'appelle euh, le Drew. Alors je mets le Drew dedans parce que en fait la plupart des cartes, la plupart des jeux, et c'est pour ça que Drew est fort, n'ont pas de solution à Drew à part en side. Et généralement la meilleure solution c'est l'exil. L'exil blanc qui fait office de ça. Par contre, moi je vous le donne tout de suite, comme ça vous essayez de chercher le meilleur contre possible imaginable à Drew. Il est là, je pense.
Alors lui, moi je me le suis mangé en jouant Drew, c'est vraiment pas rigolo, parce qu'on peut rien y faire. Mais grosso modo, oui, les exis servent à gérer des cartes comme ça, heureusement que ça existe, parce que sinon ça serait trop compliqué. Et Darkspire, tout à fait. Il y a toute la machine Darkspire. Mais il y en a d'autres. Mais ça, c'est les plus importants, quoi. C'est les plus importants. Oui, le solitaire et exil. Ça, c'est une carte qui est élégante parce que elle est pas pétée, mais ça, c'est vraiment une carte nécessaire du méta. Clairement nécessaire. Et une des raisons pour lesquelles blanc est solide d'ailleurs aussi, hein. Alors d'ailleurs, je vous ai montré des versions, vous savez, de blanc noir et de blanc rouge. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui le jouent de façon un peu plus aggro que ça, hein. Je vous ai montré des listes, mais il y a des joueurs qui jouent avec beaucoup plus de créatures que ça et beaucoup moins d'anti-bêtes. C'est un choix de jeu aussi. Notamment, c'est Genie. La liste de Genie en blanc rouge est très agressive en fait. Et il y a une liste de blanc noir de Fensail, je crois, dans le même tournoi. Très agressive aussi.